Bonsoir. Depuis le nord de la France, il faut moins de 2 heures d'autoroute aux acheteurs de drogue pour atteindre les Pays-Bas. Plus aucun contrôle aux frontières, aucun péage, mais sur leur chemin, ces consommateurs risquent de croiser d'étranges individus. On les appelle les drug runners. De jour comme de nuit, ces trafiquants d'un nouveau genre ratissent le bitume en racolant les touristes français qui partent pour Amsterdam. Qu'est-ce que vous avez? Comme on est frontalier, on est vraiment susceptible d'avoir des problèmes avec les Français. Pour moi, c'est de la bonne qualité. Tout. Ça va du narcotouriste au trafiquant professionnel. Bon, je dirais que 95% vient des Pays-Bas. Les trafiquants qui sont aussi des fous du volant, prêts à tout pour échapper à la police. Les unités spéciales antidrogue leur livrent une guerre sans merci, équipées de moyens impressionnants. Puissantes voitures banalisées, hélicoptères, drones militaires et chasse à très grande vitesse qui se terminent souvent par des accidents spectaculaires. On remonte la sud. On trafiquera plus ce soir. Alors, est-ce qu'on a des produits stupéfiants sur soi ou pas? Autoroute de la drogue, alerte à la frontière belge, un reportage d'Arnaud Kess. Notre enquête commence en Belgique, sur ce tronçon de l'E25, surnommé le corridor des narcotiques par les policiers. Cette autoroute de 1500 km passe par Mulhouse en France, traverse la Belgique et se termine au sud d'Amsterdam. C'est l'un des axes privilégiés des consommateurs et trafiquants français pour aller s'approvisionner aux Pays-Bas. Cette nuit, des douaniers belges et français mènent une opération commune. Ils se sont positionnés à proximité d'une aire de repos à 5 km de la frontière. C'est le major belge Pascal Camby qui gère le dispositif. Dans sa ligne de mire, les plaques d'immatriculation françaises. C'est l'axe principal qui achemine les automobilistes français. La frontière française, c'est un peu partout, mais ici c'est vraiment flagrant, c'est du gruyère entre la France et la Belgique. À 1 km en amont, un véhicule traque les excès de vitesse, prétexte qui permet de lancer une recherche de stupéfiants. Ok, bien reçu, on est à l'écoute. Une équipe de motards, belges et français, placée plus loin sur l'autoroute, est chargée d'intercepter le véhicule signalé. Ok, pour Shadow, c'est bien reçu. Écoutez, on prend une Renault Mégane, ça va? Je prends une Renault Mégane tout de suite. C'est parti pour la première course-poursuite de la soirée. L'accélération est impressionnante. À 180 km/h, il ne faut que quelques secondes au motard pour rattraper le véhicule. Ils contraignent le conducteur et ses 2 passagers à les suivre jusqu'au barrage des douaniers, installé dans une station-service. Voilà, on a intercepté un véhicule français. Un contrôle de routine, le véhicule roule un petit peu vite. Il est 3 heures du matin, les douaniers sont tendus. Comme à chaque fois, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Monsieur, mettez la main sur le volant. Merci. Ils décident de faire sortir les 3 hommes pour une fouille approfondie. Alors, est-ce qu'on a des produits stupéfiants sur soi ou pas? Chef, on n'a rien de... Je suis pas chef, moi. Voilà. C'est à Oscar, le chien antidrogue, d'entrer en scène. On laisse les bras le long du corps et on ne caresse pas le chien. Le long du corps. Allez. Oscar ne détecte aucun produit stupéfiant sur eux. Mais les Français ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Au niveau des stupes, c'est négatif, visiblement. On regarde s'il n'y a pas une arme qui traîne. Pas d'armes, mais dans le coffre, caché dans cette valise, des dizaines de liasses de billets, essentiellement de petites coupures de 20 et 50 euros. Et ce n'est que le début. Dans la boîte à gants, les douaniers vont faire une deuxième découverte.
20 000 € supplémentaires en liquide. Monsieur dit que visiblement c'était pour venir acheter un véhicule ici à la limite du Luxembourg. Maintenant on a retrouvé une grosse somme d'argent dans la boîte à gants et maintenant il y en a encore ici, donc c'est un peu bizarre. Il avait parlé de 19 000 et quelques euros. Et là, Une explication surprenante, ils auraient prévu d'acheter un véhicule d'occasion. Les douaniers ne sont pas vraiment convaincus. Ça, en Algérie, on achète au marché comme ça, l'argent. C'est pas comme ici. On achète l'argent au marché. Comme ça. Vous êtes en train vraiment de nous raconter n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Je suis pas un trafiquant, je suis pas moi je m'énerve pas dessus, je vous parle calmement. on va arrêter de... Non, monsieur. Parce que là, vous nous racontez des conneries. Donc ça peut être trafic de tout genre ou acheter de la marchandise illicite, stupéfiants, armes ou financer autre chose. Au total, les douaniers découvrent 47 000 € en espèces. En Belgique, les paiements en liquide de plus de 3 000 € sans justificatif sont interdits. L'argent est saisi par les douaniers. Cette nuit, ils ont sans doute tapé au portefeuille d'une bande de trafiquants, car des sommes colossales circulent sur cette autoroute. Et ce n'est pas un hasard. C'est souvent le résultat de l'incroyable trafic de drogue qui s'est mis en place entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Depuis le nord de la France, il faut moins de 2 heures pour atteindre les Pays-Bas par l'autoroute. Plus aucun contrôle aux frontières, aucun péage, de quoi laisser le champ libre à des trafiquants d'un nouveau genre. On les appelle les drug runners, les dealers de la route. De jour, comme de nuit, ils ratissent le bitume en racolant les touristes français qui partent pour Amsterdam. Ils se mettent à votre hauteur, à pleine vitesse, baissent leurs fenêtres et vous proposent toutes sortes de drogues. Quoi comme business? Qu'est-ce que vous avez? Des trafiquants qui sont aussi des fous du volant, prêts à tout, notamment pour échapper à la police. Sors de là tout de suite! Pour éviter ce genre de désordre dans les villes, les policiers hollandais ont mis en place un plan de surveillance spécial, avec des centaines de caméras. On parle de dealers, mais en réalité, leur vrai nom, c'est drug runners. Les drug runners, Georges, de la brigade des stupes à Maastricht, en a fait sa spécialité. Et il ne leur laisse aucun répit. Au sol! Laissez-moi tranquille! Mais ça ne suffit pas. Le phénomène a pris une telle ampleur que les forces de l'ordre doivent employer les grands moyens. Hélicoptères, chasse à très grande vitesse, qui se terminent souvent par des accidents spectaculaires. Comme ici, le drug runner prend tous les risques dans un virage et sort de la route. Sa voiture est pulvérisée. Cette fois, miraculeusement, le conducteur s'en sort, fumant, mais indemne. Alors, pour limiter l'expansion de ces drug runners qui prennent des risques insensés, les policiers belges et hollandais n'hésitent plus à engager des moyens militaires dans cette guerre sans merci. Avec herse, blindés et même drones militaires, transformant l'autoroute en véritable champ de bataille. Ok, aussi celle-là, on remonte la sud. Au sol, côté belge, le commissaire Patrick Hagelstein pratique la tolérance zéro. Tu n'es pas d'accord, tu tournes à la frontière, tu parles bienvenue ici. Une centaine de kilomètres plus loin sur l'autoroute, côté français, les douaniers et leur chef Stéphane sont en première ligne. Dans leur collimateur, les milliers de narcotouristes de retour des Pays-Bas. Ils ont eu un véhicule qui leur paraissait intéressant, donc ils sont partis voir s'ils peuvent le récupérer. C'est à qui tout ça? Ça vous? Il y en a encore dans la voiture, sur vous, tout ça? Des saisies quotidiennes de cannabis, mais aussi de drogue dure. Stéphane multiplie les prises impressionnantes. 1,032. Des kilos d'héroïne, de cocaïne, des cristaux de MDMA, mais aussi de nouveaux produits cachés dans des bouteilles de lait. Depuis quelques mois, les drug runners essayent d'inonder la France avec le crystal meth, une drogue de synthèse extrêmement nocive, popularisée par la série américaine Breaking Bad.
question se pose au niveau de la présence de laboratoires de tels produits en Europe, quoi. Et là, si cette présence se confirmait, ce serait effectivement assez dramatique par rapport à la nocivité du produit. La guerre est donc menée sur tous les fronts, du consommateur jusqu'au laboratoire clandestin où est fabriqué le cristal meth. Comme ici dans une ferme hollandaise, où ce hangar dissimule un étonnant camion laboratoire qui peut se déplacer au gré de la demande. Ça a l'air d'être une grosse affaire. Alors, qui sont ces nouveaux trafiquants de drogue? Comment la police les traque-t-elle? Nous avons remonté les filières des Pays-Bas jusqu'à la France, en passant par la Belgique. Enquête sur les nouveaux dealers de la route. Nous voici aux abords de l'autoroute entre Lille et Gand, au poste frontière d'Halluin, en France. Ouais, bah on y va. C'est ici que l'agent Stéphane, 32 ans de métier, va mener son opération coup de poing du jour. Direction un barrage filtrant installé par ces hommes sur la frontière. Il s'agit de cibler les Français de retour des Pays-Bas. Ça va du narcotrafiquant, enfin du narcotouriste au trafiquant professionnel, quoi. Quel que soit le type de stupéfiant qu'on découvre ici à la frontière, bon, je dirais que 95% vient des Pays-Bas, quoi. Sur place, 8 douaniers sont à l'affût. Bonjour. Aujourd'hui, la circulation est dense au poste frontière. Les hommes de Stéphane scrutent minutieusement chaque voiture. En priorité, celle qui porte une plaque française, avec des occupants plutôt jeunes. Deux critères qui leur garantissent quasiment à coup sûr de trouver des stupéfiants. Un véhicule qui leur paraît intéressant. 4 jeunes, 10 rentrés d'une petite virée en Belgique. Rien de spécial la voiture? Des cigarettes, de l'alcool. Mais un reçu de parking va les trahir. Vous avez fait quoi sur Gand là? C'est la première fois qu'on est en Belgique. Amsterdam. Ouais. C'est pas la Belgique ça. Je pensais que vous étiez resté qu'en Belgique. Ouais, vous avez traversé la Belgique. Vous avez traversé la Belgique. Les jeunes mentent aux douaniers. Ça commence mal. Il y a quelque chose dans la voiture? Non, sur vous? Ah ouais, non, vous pouvez me filer. Si on trouve, on saisit la voiture. Vous ou vos amis, hein, n'importe. On peut saisir la voiture, donc autant donner tout de suite, tranquillement, et puis c'est tout. Les agents sont persuadés que les jeunes cachent quelque chose. Alors ils vont intensifier la fouille. Vous êtes resté combien de temps à Amsterdam alors? Hein? 2 jours. Ah, vous n'êtes pas allé à Gand alors? Il y a quelque chose dans la pochette. Tiens, regarde dedans. Là, regarde là. Bah alors? C'est à qui tout ça? Ça vous? Vous avez un justificatif là? Il y en a encore dans la voiture, sur vous, tout ça? Hein? Non mais commencez pas. Là vous allez me gonfler, là, à moitié. Il est bien sûr interdit de détenir et d'importer de la drogue en France. Après quelques minutes de fouille, les douaniers découvrent des sachets de cannabis et d'herbe dans des bouteilles d'eau, dissimulés au fond des sacs de couchage. Je rajoute une micro-boulette. Une saisie banale pour les douaniers. La plupart des narcotouristes reviennent d'Amsterdam avec un petit souvenir. Dans le premier duvet, il y avait ça. Un pot de confiture avec des sachets d'herbe. Et dans l'autre duvet, il y avait une bouteille d'eau, là. Avec également, faut voir, des sachets d'herbe et de résine. Des touristes qui vont avoir à Amsterdam. Pour juste leur consommation personnelle. Il n'y a pas de vente là-dedans. C'est pas des gros trafiquants. Voilà. Donc on va peser ça. Sur la table, 2 petits sachets de cannabis achetés dans les coffee shops hollandais, reconnaissables à leur emballage avec le nom du produit dessus. Ici, il y a une belle petite plaquette de résine. Un autre douanier vient de faire une nouvelle découverte. C'était où? Sous le siège. Sous le siège? Côté passager? Encore une nouvelle boîte. L'affaire se complique pour la bande de copains. Belle petite quantité là.
Voilà, 17 grammes de résine. 17 grammes de résine, acheté 85 €. On va le déduire. Donc on peut considérer qu'il y a 22 grammes d'herbe de cannabis. Et de l'herbe pour environ 150 €. 235 € de stupéfiants, vraisemblablement pour leur consommation personnelle. Selon la loi, ils risquent une peine de prison, mais comme c'est la première fois qu'ils se font attraper, les douaniers se montrent cléments et proposent un arrangement, une simple amende. Donc mon collègue va vous donner le montant de l'amende à payer. La transaction, c'est pour une fois. Hein. Bah, c'est en une fois. Si vous, non mais je veux dire, si vous vous faites reprendre de la même façon, ce sera pas le même. D'accord. Les jeunes minimisent leur infraction. Mais s'ils récidivent, ils encourent une condamnation pénale. C'est moins nocif que le tabac ou l'alcool. Je suis même sûr. Ouais, une vingtaine de pourcents. Je préfère fumer un grand de marijuana à 20% de THC que complètement alcoolisé et conduire sur la route, prendre l'autoroute à l'envers et tuer 4 personnes. C'est comme si c'était la drogue dure. Il y en a tous les jours qui passent les frontières avec des kilos et des kilos, c'est pas pour quelques grammes. On va s'inquiéter d'un peu. On n'est pas venu pour... On n'est pas des dealers. Pas de pièces, hein, c'est pas l'armée du salut non plus. Hein. Vous n'avez pas de chéquier? La drogue est bien sûr saisie. Allez hop, comptez, bon. Davaille. Les jeunes s'en sortent avec une amende de 200 € et un rappel à l'ordre. Des narcotouristes comme eux, il en passerait près de 10 000 par jour, venus de toute la France. Nous avons remonté leur route jusqu'à la ville qui agit comme un aimant, Amsterdam. La capitale des Pays-Bas est réputée pour ses canaux et ses petites maisons sur l'eau. Mais ce n'est pas uniquement pour son charme tranquille que Lucas et son amie Julia se sont offerts un week-end en amoureux. Ils viennent du sud de la France. Donc je viens de Saint-Provence et je suis venu à Amsterdam hier pour mon anniversaire. Et donc, parce que la ville apparemment était jolie, parce que j'aime bien fumer un peu. C'est parti pour une petite visite de la ville, en passant par les coffee shops, ces bars où l'on vend de la drogue. Il y en a 350 à Amsterdam. Ah ben là, c'est un bong à 5 filtres. Ça veut dire que l'air, la fumée est purifiée 5 fois. Ah, et ça aussi. Donc c'est des petites pilules et ça vous fait les mêmes effets que la MDMA par exemple. Ah, et les champignons aussi. Aujourd'hui, ils découvrent aussi de nouveaux coffee shops. Des vitrines qui ressemblent à des boutiques de luxe. On vous y accueille comme dans un palace, avec voituriers et vendeurs stylés. À l'intérieur, on se croirait chez un fameux vendeur de café en capsule. Sauf qu'ici, ce sont des graines à planter soi-même, des crèmes pour le visage, du savon et différentes sortes de biscuits au hashish qu'on propose. Toute la gamme de produits dérivés à base de cannabis. Mais aujourd'hui, Lucas et Julia ont opté pour un coffee shop plus classique, qui figure en bonne place dans tous les guides touristiques. Le lieu est bondé de touristes. Partout sur les murs, comme des trophées, des dizaines de photos où le patron s'affiche avec des stars du showbiz. Rihanna, Paris Hilton, Eminem ou George Clooney et des dizaines d'autres. Des people qui seraient tous passés par ce même comptoir. Lucas et Julia n'en reviennent pas. Il y a le choix là ici. Ouais, il y a pas mal de choix, oui. La carte ressemble à un menu de restaurant. Elle propose des dizaines de variétés de cannabis venus du monde entier à tous les prix. Il y a également des joints prêts à fumer à 5 € en moyenne. Sur les étagères, des drogues au nom exotique. La colle à gorille, la Marie Cristal, la diesel. Ça, c'est mon produit phare. Oh. Ah, et voilà. Le couple a craqué pour quelques grammes d'amnésia.
Merci. Les Français se trouvent un petit coin tranquille au fond de la salle pour s'adonner à une pratique qui reste illégale, même ici, car le business de la drogue est seulement toléré. Très bon. Voici le patron des lieux. Bonjour. Comment ça va? Depuis 35 ans, Jos gère les 4 plus grands coffee shops de la ville. C'est l'un des rois du cannabis à Amsterdam. Certaines drogues, il les fait venir de très loin, du Maroc, d'Inde ou du Pakistan. Voilà, je vous montre comment on reçoit les sachets. Regardez, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Jos nous dit respecter scrupuleusement les règles qui encadrent le commerce des drogues douces en Hollande. Chacun peut acheter ce qu'il veut ici, mais pas plus de 5 grammes par personne. Oui, monsieur. 1 gramme de ça. C'est 13 €. S'il vous plaît. Officiellement, ce n'est pas légal, c'est toléré. Le cannabis est un produit illicite, mais on autorise sa consommation dans les coffee shops sous certaines conditions. Vendre à des gens d'au moins 18 ans, ne pas avoir de drogue dure dans la boutique et ne pas dépasser les 500 grammes de stock. Si ces conditions sont réunies, la police ferme les yeux. La police ferme les yeux sur la vente dans les coffee shops, mais elle ouvre l'œil à l'extérieur. Car le problème, c'est qu'un commerce parallèle et totalement illégal a envahi les rues dans les grandes villes hollandaises. L'activité déclarée pèse déjà 2 milliards d'euros, mais le marché noir est beaucoup plus juteux et attise toutes les convoitises, notamment celle de nouveaux trafiquants, les drug runners. À Maastricht, au sud des Pays-Bas, nous sommes au commissariat central. Ces dealers d'un nouveau genre, extrêmement mobiles et malins, n'hésitent pas à jouer au chat et à la souris avec les unités spéciales de la brigade des stupes. L'inspecteur Georges les garde nuit et jour dans son collimateur, grâce aux centaines de caméras à 360 degrés disposées dans la ville. Regardez ici à cet endroit. Les coffee shops sont là, aux abords des péniches. Généralement, les dealers se cachent dans cette zone, parce qu'on ne les voit pas sur les caméras de surveillance. On parle de dealers, mais en réalité, leur vrai nom, c'est drug runners. Ils essaient de cibler les clients français qui débarquent dans la ville en leur disant « Vous voulez de la bonne drogue à bas prix? Alors suivez-moi. » Depuis plusieurs semaines, il est sur la piste d'une bande qui cible touristes français et belges. Vous voyez cette personne? C'est un drug runner, très connu chez nous. Regardez, il a repéré une voiture belge. L'individu guette les voitures aux plaques étrangères. Un autre drug runner arrive. La concurrence est rude entre bandes rivales. 1, 2, 3, 4, ils sont maintenant 5 au total. Alors, pour remporter le marché et échapper à la police, les drug runners ont développé des techniques très sophistiquées. Ils doivent aller très vite parce qu'ils savent qu'on les surveille. Pas facile de les interpeller, car ils se déplacent en permanence, apparaissent et disparaissent rapidement. À Maastricht, des dizaines de drug runners rôdent autour des coffee shops qui sont sur des péniches. Nous allons à leur rencontre, équipés d'une caméra cachée. 50 ça? La plupart d'entre eux parlent français et utilisent des méthodes de vente éprouvées. Des produits à prix cassé qu'ils font goûter gratuitement. Oui, tout goûter, hein. Non. Ça, c'est tout goûter, hein. Ne pas, hein. Moi, j'ai travaillé sérieusement. Non, mais je te crois, Tu viens avec moi, tout goûter, ne pas bon, pas problème. Aujourd'hui, les drug runners se comptent par milliers aux Pays-Bas et se livrent une guerre sans merci pour séduire les touristes étrangers. Pour étendre leur territoire, la plupart se sont donc équipés de puissantes voitures pour aller chercher le client encore plus loin et semer les policiers. Leur terrain de chasse favori, ce sont les routes et les autoroutes qui convergent vers Amsterdam. Scénario classique, un drug runner se met à votre hauteur à pleine vitesse, baisse sa fenêtre et vous propose des drogues. Et combien tu as? Il propose bien plus que les 5 grammes maximum autorisés dans les coffee shops. Quoi, comme tu veux. 500 grammes. 1 euro, ouais. Pour savoir comment ils opèrent, nous sommes partis sur leurs traces.
Notre journaliste belge et l'un de ses collègues filent vers les Pays-Bas dans une voiture immatriculée en France. Après une demi-heure de route, une voiture noire nous fait des appels de phare. Le conducteur a visiblement repéré notre plaque. Surprise, il porte une cagoule. Il nous double et fait signe d'emprunter la première sortie. Nous le suivons pour savoir ce qu'il va proposer. Ici, les autoroutes sont gratuites et desservent directement de petits villages ou des lotissements. Après un quart d'heure sur les petites routes, le véhicule s'arrête sur un parking à l'écart et se place à notre hauteur. Nous réactivons notre caméra cachée. Il faut faire très attention, car sur la route, la police est partout. Ah oui, je ne les ai pas vus. Ils sont là, bien cachés. C'est pour ça que je suis sorti de l'autoroute et que je passe par tous ces petits chemins. Vous comprenez? Oui, je comprends. Vous venez de France, c'est ça? Oui. Vous cherchez quoi? Ça dépend. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? J'ai tout ce que vous voulez. Cocaïne, héroïne speed. Pour nous convaincre d'acheter, l'homme nous présente un échantillon d'héroïne. Si vous voulez, je peux vous en procurer. Mais je n'ai pas ça sur moi. Ok. Il nous demande ensuite de le suivre un peu plus loin. Sinon, je peux carrément livrer chez vous. Vous habitez où en France? Marseille? Lyon? Lille. Je viens jusqu'à Lille alors. Je le fais régulièrement. Sérieusement? J'ai 3 grosses voitures en tout. Je vous fais un go fast. Regardez, mes voitures sont garées juste là. Les nouveaux dealers de la route, comme lui, sont devenus des pros de la vente sur place ou à domicile. Alors, pour les intercepter sur l'autoroute, tous les pays frontaliers s'organisent. En particulier, les autorités belges, qui n'hésitent pas à engager des moyens militaires pour les repérer et stopper leur business à tout prix. Direction Florennes, à 2 km des Ardennes françaises. Pour la première fois, nous avons été autorisés à pénétrer dans la base militaire d'Offenburg, la plus grande de Belgique. Un lieu ultra sécurisé. C'est depuis cette caserne que sont menées les missions des chasseurs F-16 de l'armée belge et de l'OTAN. Camouflés dans les 600 hectares de la base, ces hangars abritent plusieurs escadrilles, dont une aux missions hors normes. Voici la nouvelle arme fatale de la lutte anti-drogue, le nouveau chien renifleur de la police et de la douane. À première vue, ça ressemble à un simple bimoteur, mais il n'a pas de pilote. Il s'agit d'un drone militaire, petit bijou de technologie avec caméra infrarouge dernière génération. Ça c'est pour de nuit et ça c'est de jour. Ce drone, de 9 mètres d'envergure, peut voler 9 heures d'affilée à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui le rend quasiment indétectable. Nom de code, UAV. C'est le capitaine Eric qui va le piloter. Donc les 2 shelters que vous voyez ici sont donc les stations de contrôle de l'UAV. C'est à voir comme étant le cockpit en fait de l'appareil. Cet après-midi, le drone ne décolle pas pour l'Irak ou l'Afghanistan. Ça va, Franz, ça roule? Mais pour une mission un peu particulière. L'avion vient en appui des services des douanes et de la police dans des opérations anti-stupéfiants sur l'autoroute de la drogue. Le survol de la Belgique commence en pleine journée et devrait durer jusque tard dans la nuit. Une heure plus tard, l'avion détecte une première voiture suspecte. Au sol, voici à quoi ressemble une prise en chasse par la police belge. 2 trafiquants français viennent de s'approvisionner auprès des drug runners. Ils repartent à très grande vitesse vers la France. On vient d'engager une poursuite derrière une voiture française avec 2 individus à l'intérieur. On les suit sur la bande d'arrêt d'urgence. Ne les lâchez pas. Gardez le cap. On est bien derrière eux. La voiture fait tout pour échapper aux forces de l'ordre. Nous sommes à 160. Maintenant 173 km/h.
Mais très vite, les policiers sont presque à court de carburant. Attention centrale, nous n'avons bientôt plus d'essence. On a besoin de renforts très vite. Je répète, on a besoin de renforts très vite. Bien reçu. La poursuite est engagée depuis plusieurs minutes. Quand soudain... Ils balancent des paquets de hashish par la fenêtre. Attendez. Je crois que ce sont plutôt des paquets de cocaïne. On ne peut pas s'arrêter pour les récupérer. Ils jettent encore. Ils jettent encore de la cocaïne. Des paquets blancs. Je répète, des paquets blancs. Ils balancent plein de paquets là. Un grand classique. Les dealers se débarrassent des preuves du trafic. Mais les caméras embarquées ont tout filmé. Les policiers ont de plus en plus de mal à suivre. Ils dépassent encore sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils prennent énormément de risques. Attention, je pense qu'ils vont sortir. S'ils prennent la sortie, les policiers perdent un atout clé. Un barrage en train de se monter à quelques kilomètres sur l'autoroute. Non, finalement, ils restent sur l'autoroute. Mais la poursuite ne peut pas s'éterniser. Les policiers n'ont presque plus d'essence et surtout les Français prennent de plus en plus de risques et mettent en danger les autres usagers. Attention, ils freinent. Tenez-vous prêts. On a dressé un barrage sur l'autoroute. Ah oui, on vous voit. On n'est pas loin. Préparez-vous pour l'interception. Ils risquent de forcer le barrage. Préparez-vous. Je répète, ils risquent de forcer le barrage. Les trafiquants tentent une dernière manœuvre pour se faufiler par la bande d'arrêt d'urgence, mais ils sont coincés. Main en l'air! Sortez tout de suite! Les policiers, en nombre, maîtrisent facilement les deux trafiquants. Arrête de parler! Allez, embarquez-les! On était à plus de 180 km/h. L'adrénaline était à son maximum car on voulait absolument les arrêter. Ils transportaient 10 kilos de cocaïne. Ils ont jeté des paquets par la fenêtre, mais on en a retrouvé d'autres sur les sièges arrière. C'est une belle prise. Grâce aux preuves enregistrées par la caméra, les deux hommes ont pu être remis à la justice. Quelques semaines plus tard, ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Retour au-dessus de l'autoroute avec le drone militaire. Bien compris. Cela fait maintenant plusieurs heures que l'avion survole la zone franco-belge. Ok, je l'ai. Au sol, une équipe de la douane vient de repérer le comportement suspect d'un automobiliste. Donc voilà, sur base de divers renseignements, nous devons suivre le prochain véhicule clair venant du nord qui a eu un comportement suspect au préalable. Le drone commence sa filature discrète avec une précision incroyable. La voiture en question, une berline immatriculée en France, effectue un demi-tour sur le rond-point et repart en sens inverse. La voiture s'engage sur l'autoroute et file à grande vitesse. Le dispositif est redoutable. Il permet de neutraliser sans risque des dealers de la route en plein milieu de la circulation, grâce à l'effet de surprise. Notamment quand ce sont des motards qui se chargent de l'interception, comme sur ces images filmées par la police. Les deux policiers filent à plus de 170 km/h pour tenter de rattraper le bolide. Dans les airs, le drone suit le véhicule pas à 2 km de hauteur. Centrale, on les a en visu. Reçu. 3 autres voitures arrivent en renfort. Il faut les encercler. Surtout ne les laissez pas partir. Voilà, on les a. Super. On va les sortir de la voiture. Allez au sol! Vite au sol, je vous dis! Arrête de bouger, toi! Regarde, il reste de l'herbe. 2 hommes transportaient plusieurs dizaines de kilos de cannabis. Pris en flagrant délit, ils seront condamnés à 3 ans de prison ferme. Donc là, maintenant, notre mission s'arrête. Le drone a rempli sa mission. En une journée, il a permis aux forces de l'ordre d'arrêter 3 trafiquants de drogue.
Mais ces scènes de course-poursuite spectaculaires sur les routes des Pays-Bas et de Belgique, et jusque dans les centres-villes qui bordent les axes routiers, ne sont pas sans conséquences. Comme ici, en plein centre-ville, où un drogue runner refuse de sortir de sa voiture et n'hésite pas à engager un rodéo sauvage avec la police, au milieu des rues commerçantes. Arrestations musclées, terrasses saccagées, voitures embouties. Plusieurs de ces fous du volant sont morts sur la route et ont causé des accidents. La délinquance liée au trafic de drogue a augmenté en moyenne de 9% en Belgique depuis 2015. Et les drug runners participent à la hausse du sentiment d'insécurité chez nos voisins belges. C'est le cas dans la région de Colfontaine, à 30 km de Valenciennes. Résultat, la police a dû s'adapter et investir dans des armes dignes du combat rapproché pour contrer ces dealers. Une munition plus particulière. C'est une arme qui traite plus à être emportée dans le véhicule, donc elle est plus compacte. On a également le FN 303, qui lui est une arme, ce qu'on appelle laisse létale, donc qui permet donc de neutraliser un individu sans lui occasionner des blessures graves, avec une précision qui va quasiment jusqu'à 100 mètres. En première ligne, la BAC, la brigade anticriminalité. Leurs nuits sont très souvent agitées. Il est 22 h, l'inspecteur Eragno est appelé en urgence à l'autre bout de la ville. 3 jeunes connus pour trafic de stupéfiants ont voulu éviter un contrôle de police. Ils ont pris la fuite pour repartir en France. Accroche-toi. Ouais, Roger, on prend la route de Valenciennes. Il est là, il est... Saut! 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 Mets-toi là aussi. Tes mains! Mets tes pieds sur le côté. Tourne-toi! 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 Et tourne-toi contre le mur. Tourne-toi. Tournez-vous. Voilà. Et cachez-vous, espacez-vous tous les deux. Mais toi là, tu sais très bien ce que tu viens de faire. T'as essayé même d'écraser un collègue en partant, espèce de trou du cul. Ben, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je suis un menteur. Ah ouais, vous êtes un menteur. Mets le bleu, mets le bleu. Ah, donc en fait, les collègues essaient de contrôler le véhicule qui est garé juste là. Et le contrôle se passe mal et le gars en partant il essaie d'écraser un des collègues et il prend la fuite. Et comme cette personne-là est bien connue de nos services, on sait très bien où il habite, même si c'est sur la zone voisine, bah voilà, il était intercepté avec toutes les personnes à son bord, donc on a bien fait de venir à ce moment-là ici, quoi. Pas le temps de souffler pour l'inspecteur Eragno. À peine les 3 jeunes interpellés, il doit repartir sur une autre intervention. Une bagarre, apparemment 4 à 5 personnes à un domicile qui sont en train de se battre. D'après l'appel, ça sera assez chaud. Une dispute a éclaté devant un restaurant sur fond de rivalité et de trafic de drogue. Les 2 bandes rivales appartiendraient à la même famille. Qui a un couteau? Lequel a le couteau? Lâche ton couteau! Au sol! Au sol, pas contre le sol! Pas contre le sol! La face contre le sol! Écarte tes bras! Mets-toi à plat ventre! Mets-toi à plat ventre! Écarte tes bras! Qu'est-ce que tu dis? Écarte tes bras! Écarte tes bras! Les policiers sont tendus. L'un des jeunes armés d'un couteau était sur le point de frapper sa victime quand les policiers sont arrivés. Ouais. Elle est où ta lame? Je l'ai pas. Tu l'as pas? Vous allez leur traiter, vous allez leur traiter. Le jeune continue à jouer les durs à cuire et menace les policiers. Il te dit, un moment. Donne ta main! Ok, mais c'est bon. Tu aussi, t'as compris. Je suis pas ton chien. Ça va, c'est bon. Merci. Allez, ça sert à rien de rester devant le resto, pars sur le côté avec. Va là-bas avec. Moi, les gens ne voient plus rien. Des patrouilles, ça après, allez, monte. C'est quoi ça? Donc ils vont au restaurant en famille, l'alcool faisant, une dispute éclate. Et il y en a un qui s'empare d'un couteau et veut en découdre avec les autres à l'extérieur. Maintenant, on a pas mal de caméras sur la zone. Il y a une caméra juste à cet endroit-ci, tout est filmé. Donc on va savoir voir exactement ce qui s'est passé. Direction le commissariat pour l'inspecteur Eragno avec tous les suspects
et notamment l'assaillant au couteau. Le jeune homme va passer un mauvais quart d'heure. Tu peux venir. Allez, descends. Le jeune est bien connu des policiers. Il a déjà été arrêté pour deal de rue. Alors à tes parents, tu connais le numéro par cœur, je pense. T'as quel âge, toi? Pendant qu'il fait l'objet, avec les autres mises en cause d'une fouille approfondie, l'inspecteur Eragno va tenter d'en savoir plus, grâce aux images, dans le centre d'opération. Comme dans beaucoup de villes françaises, la police belge s'est équipée d'un système de vidéosurveillance très performant. On parlait d'armes exhibées, etc., de couteaux, et justement les faits ont été filmés. Plusieurs caméras ont filmé la scène. Il s'agit maintenant de choisir le meilleur point de vue. Ouais, et tu vois, on les voit là, en fait, ils sont en train de se battre directement là devant. Et le premier, donc celui avec ses baskets, il a vraiment sa clope en main. Il a le couteau. Et à un moment donné, on se dit, putain, il va finir par planter quelqu'un. Ce genre de violence est fréquent dans cette région où le trafic de stupéfiants provoque de nombreux conflits entre dealers. Il est temps maintenant pour les policiers de procéder à toute une série de tests. À commencer par l'alcool. À 3h du matin, vous êtes positif. Positif à l'alcool, mais pas seulement. Suite à plusieurs dépistages du cannabis, l'homme se révèle positif. Il s'était injecté également de fortes quantités d'héroïne. L'homme au couteau sera présenté à un magistrat. Il risque 1 an de prison pour tentative de meurtre. Pour éviter qu'une telle situation ne s'installe de l'autre côté de la frontière, en France, policiers et douaniers veillent au grain. Retour à Halluin dans le Nord. Ce soir, ce n'est pas l'averse qui s'abat sur la frontière franco-belge qui va refroidir l'ardeur de l'inspecteur régional Stéphane et de son équipe. Les douaniers traquent les petits consommateurs, mais aussi les trafiquants de tout poil. Et ce soir, ils vont être servis. Ils viennent d'immobiliser cette petite voiture appartenant à un couple de Français de retour des Pays-Bas. On a affaire à un type de véhicule qui a été utilisé à plusieurs reprises pour des trafics de stupéfiants, notamment avec des caches aménagés. Donc ça vaut le coup de s'intéresser un peu plus près au véhicule, en sachant que les caches sont en double plancher ou des tiroirs qui sont carrément acérés à l'intérieur du plancher et qui permettent de transporter des quantités quand même relativement importantes de stupéfiants. Entre les deux sièges avant, le douanier a repéré un petit sachet très suspect. C'est de la... Je crois même que c'est de la... On s'est fait arrêter, franchement. En fait, il s'agit de cocaïne. Et ce n'est pas fini. Il y en a encore. Il y en a encore. C'est la gueule du monde, non? Non, là, attends, Non, mais franchement, monsieur, je dis fort, j'ai pas le temps. Arrêtez, franchement. J'ai que ça. Il y en a encore. Et ça fait 2 fois que vous dites qu'il y a que ça. Maintenant, c'est tout. Voilà. Donne-moi ça. Pousse-toi. Donne-le-moi. Le ton monte d'un cran. La passagère tente à son tour de dissimuler des stupéfiants. Non, pas ça. C'est quoi? T'en fais un, ça c'est quelqu'un peut le prendre, C'en est trop, les suspects sont emmenés au chaud, le temps de procéder à une vérification approfondie du véhicule. Ce sont d'abord les pneus qui sont passés au scanner. Et dans la voiture, les douaniers fouillent toutes les affaires du couple. Très vite, ils mettent la main sur des dizaines de petits sachets bien enveloppés. On fait pas des 50 à la forme ovoïde du truc, ça fait des sacrés suppositoires. Parfois, c'est un peu plus profondément caché. Ce genre de paquets, de nombreux consommateurs n'hésitent pas à les dissimuler dans l'anus pour échapper au contrôle. C'est ça? Non. Ça, c'est... C'est quoi, ça, alors?
L'homme minimise son implication, en prétextant qu'il s'agit de coupe, une matière qui sert à diluer la drogue. Non mais ça c'est de la coupe à mon avis. Alors ça c'est quoi cette avec? La saisie de coupe, c'est la preuve pour les douaniers qu'il ne s'agit pas de simples consommateurs, mais bien de trafiquants. Sur la table, du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, de l'ecstasy, des drogues, toutes destinées à la revente en France. Tu peux ramener la petite balance et les tests, s'il te plaît? Si l'homme coopère, sa compagne accuse les douaniers d'avoir placé la drogue eux-mêmes dans ses bagages. Le désaccord avec son mari provoque une scène de ménage. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Faut arrêter, je peux le jurer, c'est pas à moi, c'était dans la salle, quoi. Bah oui, c'est affolant. C'est affolant, c'est affolant. Regardez-moi, j'ai jamais été prise avec, contrôlée avec. Il suffit d'une fois, bah ouais, c'est une fois, bah là je peux le jurer, c'est pas à moi, voilà quoi. Je suis désolé quoi. Regardez mon casier, regardez. J'assume la coupe. Et la fourchette. Ah non, j'enfonce pas. Si, tu vas nous enfoncer tous les deux. Mais n'importe quoi. Mais si. Moi je te dis que c'était pas à moi, c'était pas sur moi, je suis désolé. C'est pas grave, tu rêves. Franchement, ils savent ce qu'ils font, attends. Bah oui, mais bon, voilà. C'est leur staff, quoi. Oui, je sais, c'est leur staff. Mais c'est pas moi, je suis désolé, c'était dans la salle. Voilà. Mais pourquoi je leur connais quelque chose qui n'est pas à moi? Parce qu'ils nous ont serré avec, comment tu veux dire que c'est pas à nous? Et ils n'ont pas trouvé sur moi, attends. Il y avait personne d'autre qui est rentré avant qu'on rentre. Non, je suis désolé, non, je suis désolé. Moi, je suis rentré avant toi, et le monsieur, j'étais en face de lui, il m'aurait fait si je l'aurais jeté ou pas. Bah oui, mais je ne dis pas que c'est toi qui... Ils sont déjà trouvés, regarde. Je dis pas que lui qui a fait rien. Je dis pas... Avant vous, après Voilà. quelque chose, c'est bizarre quand même, non? Si vous voulez, je dis... Non, sérieux, moi, ça, tu dois regarder notre taille. Voilà. Je dis plus rien, je dis plus rien. Je fais serrer, c'est Je dis plus rien. Vous êtes connus les services de police? L'homme est déjà connu pour trafic de stupéfiants. Au total, les douaniers saisiront 250 grammes de drogue dure qui auraient pu inonder le marché français. Allez, honte. Le couple sera placé en garde à vue. Ils seront remis à la police et risquent une peine de 6 mois de prison ferme. Une bonne prise pour Stéphane et son équipe. Mais certaines affaires sont encore plus impressionnantes. Notamment depuis l'apparition massive d'une nouvelle drogue dure parmi les plus toxiques au monde. Dans la petite ville de Bézieux, située à la frontière franco-belge. Il est 3 h du matin. Au poste de douane, Stéphane a été appelé en urgence. Réveillé en pleine nuit, car ces hommes ont arrêté un drogue runner qui transportait un étrange colis. Mais sur une seule bouteille. D'étranges bouteilles de lait, à l'intérieur desquelles ils ont découvert des cristaux. En faisant passer le chien dans la voiture, il y a eu une réaction du chien et qui a amené la découverte sous le siège du passager d'une bouteille de lait, comme celle-ci. Donc bouteille de lait à l'intérieur duquel les collègues ont découvert des sachets, donc des sachets en plastique qui contenaient une poudre, plutôt des cristaux. Donc contrôle approfondi du véhicule, découverte d'une deuxième bouteille du même type qui contenait également des cristaux, puis dans les affaires des personnes qu'on avait, découverte encore d'autres cristaux et également de quelques comprimés d'ecstasy. Des cristaux blancs dissimulés dans des pots de lait. À première vue, c'est une drogue plutôt rare. Il s'agit de cristal meth. Mais les douaniers ne l'ont jamais vu sous cette forme. Dans les affaires du drogue runner, les douaniers ont aussi trouvé 1 700 € en liquide. Les billets sont passés à la lumière ultraviolette pour vérifier qu'ils ne sont pas faux. Oh, mais les billets de 500... Ouais, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Donc... Le drogue runner a été intercepté alors qu'il se rendait en France, muni d'un passeport chinois. Il prétend ne pas parler français. Asseyez-vous, monsieur. Les douaniers ont fait appel en pleine nuit à un traducteur chinois. Bon, tu as été pris avec une quantité de drogue sur toi. Les agents
veulent savoir de quel produit il s'agit. Ceux qu'on a retrouvés dans ton sac, là. Je ne sais pas ce que vous racontez, c'est pas à moi. Les pilules dans cette boîte, c'est à qui? Ces pilules, en fait, ça appartient à mon ami. Ton ami? C'est à mon ami, je vous dis. son ami. C'est pour ses douleurs à l'épaule. Il y avait ça dedans, là. C'est pas à moi. Ouais, mais il y avait ça dedans, et apparemment c'est de l'ecstasy. Et il dit que... Lui, il sait pas. C'est de son copain, il savait pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Seule solution pour les douaniers, procéder à des analyses pour déterminer la nature exacte de la drogue. Ils commencent par le réactif à la méthamphétamine, une drogue de synthèse, baptisée aussi Ice ou Crystal Meth. Alors, on y va. Donc, on casse l'ampoule de gauche, on agite 30 secondes. Il y aura peut-être une réaction négative. Joli. C'est la dernière ampoule qui est déterminante. Voilà, donc l'échantillon témoin, la couleur est bleue. Donc, quand sur des amphétamines, méthamphétamine, on tombe sur la couleur bleue. Donc là, il n'y a pas photo. Là, je crois que plus bleu que ça, on n'a pas. Hein. Il y a encore ça, et après... Donc le contenu de ce sachet-là. Au total, 500 grammes de méthamphétamine. C'est la fameuse drogue de la série américaine Breaking Bad. Cette drogue est encore méconnue en France, mais la découverte est inquiétante. Car le crystal meth est extrêmement nocif. Il rend accro rapidement et crée des lésions sur le cerveau et le visage. Une personne addicte peut être détruite en quelques semaines. Donc nouvelle drogue de synthèse qui fait des ravages. Et qui est pour nous une saisie relativement rare, parce que déjà on a plus de 500 grammes, ce qui est déjà important. En outre, on est allé tout de suite au laboratoire qui a confirmé que c'était un produit extrêmement pur, c'est-à-dire que c'est un produit qui va être ensuite coupé à la vente et qui amènera à multiplier les doses qui seront mises sur le marché. Le drug runner ne lâchera rien, malgré une nuit passée derrière les barreaux. Il risque jusqu'à 1 an de prison. Les douaniers tentent d'éviter que cette nouvelle drogue n'envahisse le marché français, car depuis 2 ans, les saisies de crystal meth explosent en France. En septembre 2016, à l'aéroport d'Orly, les douaniers découvrent 51 kilos de méthamphétamine cachés dans 40 sachets de céréales. En mai 2017, à la frontière franco-espagnole, les douaniers détectent 20 kilos dissimulés dans des caches aménagées sous le siège d'une voiture. Mais de telles saisies sont rares, car pour échapper au contrôle, les drug runners se déplacent de moins en moins sur la route avec de grandes quantités de stupéfiants. Alors dans tous les pays, les responsables de la lutte antidrogue ont mis au point une autre stratégie. Nous sommes en Belgique, sur l'autoroute E25, entre Liège et Maastricht aux Pays-Bas. Cette nuit, une vingtaine de policiers, appuyés par une unité d'élite de la police fédérale belge, a monté un dispositif hors du commun pour réaliser une démonstration de force. La tâche s'annonce délicate à cause des fortes chutes de neige. À la tête de l'opération, le commissaire Patrick Hagelstein, 25 ans de police de la route. Ce n'est pas quelques flocons qui vont impressionner ce dur à cuire. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est la 5e opération, je pense. Sa technique, c'est le harcèlement permanent des drug runners. Son champ de bataille, quelques kilomètres d'autoroute qu'il va transformer en camp retranché grâce à un système de herses et de chicanes pour barrer la route aux plus récalcitrants. Et voilà son plan. Contrôler systématiquement toutes les voitures venues des Pays-Bas et en excès de vitesse pour les inciter fortement à quitter la Belgique. S'il roule vite à ta hauteur, c'est que franchement, il n'a pas envie de s'arrêter. Donc, dès que je vois un véhicule suspect, je donne l'ordre de fermer, comme les autres fois. Si ça se met, ils vont vouloir la jouer au plus fin. On verra qui est plus malin. OK ? Le commissaire est déterminé à mettre hors d'état de nuire un maximum de dealers de la route. Mais il le sait, ce n'est pas sans risque. Car les trafiquants ne se laissent pas arrêter facilement. J'ai un runner là qui a foncé sur un de mes équipages, qui a percuté volontairement le véhicule et qui a failli percuter les 2 policiers en même temps. Alors, pour les intercepter sur son autoroute,
il a sorti les grands moyens. Véhicules blindés, mais aussi, dans plusieurs bretelles de sortie, des barrages dignes d'un état de siège. Herse pour crever les pneus. Policiers armés de pistolets mitrailleurs. Le commissaire est prêt à frapper un grand coup. Première étape, repérer les clients potentiels dans les lieux de rendez-vous habituels avec les drug runners, comme dans les aires de repos. C'est discretos. Et Patrick n'a pas de mal à les débusquer. C'est une plaque française. Ah ouais, il est allé faire livrer, regarde. Voilà les traces, ils sont partis vers Maastricht. 88. Si les clients attendent leur livraison, c'est donc que les drug runners ne sont pas loin. Pour les identifier, les policiers ont une petite combine, car les dealers disent toujours aller à Liège pour dîner au restaurant. À chaque fois, ils vont manger à Liège. Quand on leur demande qu'est-ce que vous faites ici, je vais manger à Liège. C'est comme si tu partais de Metz pour aller manger à Paris, quoi. Oui, Herman, j'écoute. Roger, merci. Une équipe de police, en amont, vient de signaler une voiture suspecte, avec plusieurs hommes à son bord. Le commissaire démarre aussitôt. Il rejoint le barrage où une voiture vient d'être interceptée. A priori, une berline tout à fait banale. Mais pour les policiers, elle a toutes les caractéristiques de celles utilisées par les drug runners. Un véhicule puissant, rapide, type A3, Golf, comportement dangereux sur la route. C'est vraiment les caractéristiques des runners en Belgique pour le moment. Les hommes sont fouillés au corps. Les policiers ne retrouvent pas de drogue sur eux, mais beaucoup d'argent. De grosses coupures qui éveillent immédiatement les soupçons du commissaire. Et l'excuse ne tarde pas. Il faut bien manger pour 700 €. Ah ouais, hein. Il faut bien souper, hein. Là, je ne connais pas celui-là. On va manger à Liège. Non, la gastronomie belge, j'en Bon, on cuisine bien en Belgique, hein. Je dois la faire 150 km pour les manger une putain. Ici, ici. Les trois hommes sont d'origine hollandaise. Donc 2 sur 3 sont déjà connus chez nous comme drug runners. Il y en a un qui ne l'était pas encore, c'est peut-être un qui débute. Mais le chauffeur, en tout cas, est parfaitement connu chez nous. Et le passager arrière est connu sur l'arrondissement judiciaire de Marche. Donc c'est province de Luxembourg. D'autres éléments confirment ces soupçons. Les policiers dénichent un indice accablant. 2 téléphones portables sur le conducteur et 2 autres sur l'un des passagers. Les numéros des clients sont français. 0033, c'est la France, c'est ça. Regarde. Ouais. Français caché. Français caché. En France. Ah ouais. Les 3 hommes, qui affirment ne pas parler français, sont trahis par leur SMS. J'arrive dans 30 minutes, on se voit où? Ici, tu arrives bientôt. Je parle pas français, mais il y a des messages en français qui viennent de numéros. Des rendez-vous nocturnes en pagaille. Dans 5 minutes, BP. BP, c'est la station BP. C'est un lieu bien connu par les consommateurs, etc. En saisissant leur portable, les policiers les privent de dizaines de contacts avec leurs clients. Des clients qui viennent de Metz, Besançon, Dijon ou parfois beaucoup plus loin. Ils attendent sur le bord de l'autoroute et partent vers les Pays-Bas faire le deal. Ces drug runners, le commissaire veut les repousser de son territoire coûte que coûte. La voiture est passée au crible. Patrick n'est pas au bout de ses surprises. Aux 4 premiers portables s'en ajoutent bientôt 2 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fouille continue. Les portables s'accumulent. Encore un GSM, ça fait 7. 7 GSM. Multiplier les téléphones portables, une technique bien connue pour brouiller les pistes et éviter les écoutes téléphoniques. Les 3 hommes sont de plus en plus suspects. C'est pas pour du commerce, ça. Il faut m'expliquer. 9 portables au total, avec des centaines de contacts immédiatement saisis.
un sacré coup porté à ces présumés dealers. Les 3 suspects finiront la nuit au poste. Une fiche de signalement sera établie à leur encontre. Mais ils seront relâchés dès le lendemain matin. 2 heures du matin, le commissaire est toujours aux aguets, prêt à bondir dans sa puissante voiture d'interception. Il espère croiser la route d'autres drug runners. Sans certitude. L'autoroute se vide, l'attente se prolonge. Je rate si l'audi vient puis contre moi. Une Volkswagen noire vient d'être signalée par le radar. Voilà, pour tout le monde, fermer le dispositif, une Golf plaque hollandaise. Le piège se referme sur le chauffard. Malgré les mauvaises conditions climatiques, le commissaire part pied au plancher à sa poursuite. Bientôt 180 km/h sur les traces de sa nouvelle proie. Arrivé à sa hauteur, il fait signe au conducteur de quitter l'autoroute et de se diriger vers le barrage. Les policiers ont dégainé, prêts à tirer si la voiture passe en force. Dans la Volkswagen, une vieille connaissance des policiers. Ils reconnaissent un drug runner qui maraude souvent sur cette partie d'autoroute. Quel est le problème en fait? Le problème, c'est drug runner. Ok, drug runner, c'est Hollande. À la frontière, demi-tour, retour Hollande. Ici en Belgique. Mais je ne suis pas un drug runner. Je ne suis pas un drug runner. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou. Vous êtes fou, vous me prenez pour quelqu'un d'autre. C'est pas la première fois que je t'arrête, hein. Oui, je sais. C'est la 2e fois, bon sang. La 2e, si pas plus. Mais qu'est-ce que vous me voulez à chaque fois? C'est la 2e fois que vous m'emmerdez. Aujourd'hui, il y a 3 mois. Et à chaque fois, vous me dites que je suis un drug runner. T'es venu vendre ici. N'importe quoi. Je ne suis pas un drug runner, je vous dis. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, vous n'avez jamais rien fait. Je ne deal pas de drogue. Ici, vous êtes vraiment nuls. Si t'es pas d'accord, tu tournes à la frontière, hein. T'es pas le bienvenu ici, de toute manière. Je vais juste manger à Liège. Lui aussi, aller au restaurant à Liège. Saisie du véhicule, saisie de l'argent, des GSM et on rédige un PV. De toute manière, ils ont fini leur soirée, hein, ceux-là. Ils ne trafiqueront plus ce soir. Cette nuit, le commissaire a gagné sa guerre de territoire. Mais dès demain, il faudra revenir harceler les drug runners. Une guerre sans fin qui mobilise Français, Belges et Hollandais. Car depuis peu, pour les repousser, une unité anti-stup s'attaque aussi à leur laboratoire de production de drogue. À Maastricht, au commissariat de police. Georges, de la brigade des stupes, va mener une perquisition dans une maison. Salut Jacques. Et comme d'habitude, on part après toi. Il ne sait jamais ce qu'il va découvrir. À Maastricht, il y a beaucoup de maisons qui servent de sites de production et de dépôt aux trafiquants. Car dans la rue, les dealers n'ont jamais de drogue sur eux. C'est pour ça qu'on va procéder à la fouille d'une maison. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est ça. Une pièce aveugle alimentée par de gros tuyaux de ventilation et de puissantes ampoules branchées 24 heures sur 24, très gourmandes en électricité. Pour repérer ces systèmes perfectionnés, Georges a une technique infaillible. L'un de nos indiques a repéré des allées et venues suspects dans une habitation à quelques kilomètres d'ici. On a enquêté, on a monté une surveillance et on a découvert que la consommation électrique n'était pas normale. La maison consomme 2 fois plus d'électricité que d'ordinaire. On a des raisons de penser que quelque chose d'autre se cache derrière tout ça. Cela pourrait être une maison qui abrite une plantation de cannabis. D'où l'excès de consommation électrique.
Direction, un quartier tranquille de la ville. C'est à droite, là. Les trafiquants ont monté de véritables circuits courts où la production et la revente se font dans un rayon de moins de 10 km. Ils se servent de quartiers au-dessus de tout soupçon, comme celui-là, pour dissimuler leur plantation. Soyez sur vos gardes maintenant. On y est dans 50 mètres. Attendez-nous avant de rentrer. On est en train d'arriver là. C'est là. Georges espère les prendre sur le fait. À l'extérieur de la maison, des policiers en civil sont venus en renfort pour ne laisser aucun échappatoire aux drug runners. Voilà, c'est là. Allez, on va vite sortir. Je vous ferai signe. Malgré plusieurs coups de sonnette, personne n'a l'air sur place. Mais surprise, c'est un retraité qui vient ouvrir. Bonjour monsieur, police. On a un mandat pour rentrer chez vous. On aimerait voir ce qu'il y a chez vous. On va fouiller les lieux. L'homme s'exécute, sans faire d'histoire. Vous vivez seul ici? Non, avec ma femme. L'enquêteur aurait-il fait fausse route? Mais dans l'arrière-cour, un dessin sur le mur et une porte fermée vont lui mettre la puce à l'oreille. C'est bizarre. Georges a une technique toute simple pour repérer les plantations. Écoutez s'il y a un système de ventilation en marche. Je n'entends rien. Ça, c'est un indice récurrent. Ce sont des conduits de ventilation pour laisser échapper l'air. Allons voir là-haut. Les enquêteurs fouillent les moindres recoins de la demeure. Fais gaffe à toi. Et à l'étage, derrière cette porte en bois, l'inspecteur va faire une découverte étonnante. Ce petit atelier d'à peine 10 mètres carrés servait aux dealers pour la dernière étape de la production de cannabis. Regardez. Ils utilisaient ces filets pour sécher de la drogue. On peut encore voir du cannabis ici. Ils posent la drogue au sec, là, sur ces filets, pendant de longues heures. Visiblement, les dealers ont tout déménagé en vitesse, en laissant derrière eux les moins bons morceaux. Regardez ici. Il reste encore du cannabis. Bon, c'est pas la meilleure qualité, car ce sont les résidus des sacs de 10 kilos. Mais ça vous donne la même sensation que le cannabis. Là, je pense qu'il y a une centaine de grammes. À vue d'œil, Georges estime à 150 kilos la production annuelle de cet atelier. De quoi dégager 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Une fois séchée, la drogue était placée dans ces sacs. Comme vous pouvez le voir, ils sont immenses. Sans les pics de consommation électrique, cet atelier de production n'aurait peut-être jamais été repéré. Le propriétaire, un retraité d'une 60aine d'années, est emmené tout de suite au commissariat. Suivez mes collègues, s'il vous plaît. Georges n'est pas plus étonné que ça. Dans la zone de Maastricht, ce genre de plantation est très fréquente. Pour arrondir leur fin de mois, de nombreuses personnes acceptent de louer une partie de leur maison aux dealers. Les drug runners font régulièrement appel à des gens qui sont endettés et qui ont de graves problèmes d'argent. Ils sont malins car ils proposent à ces hébergeurs des centaines d'euros par mois. Ils savent que le risque est nul pour eux. En cas de contrôle, c'est le propriétaire qui va plonger. L'imagination des drug runners est sans limite. Pour déjouer les perquisitions des forces de l'ordre, ils se déplacent en permanence et ils ont même développé des sites de production mobiles comme eux. À quelques kilomètres de Maastricht, en pleine nuit, les policiers hollandais viennent de faire une découverte insolite. Ils ont débusqué un laboratoire clandestin de drogue. Dans cette ferme, située à seulement quelques kilomètres de l'autoroute. Personne ne pouvait se douter de ce qui se tramait à l'intérieur. Le cœur du labo est installé dans un camion afin de pouvoir se déplacer très vite.
Cette fois, les trafiquants n'ont pas eu le temps de le bouger. Il y a 1 heure, le labo servait encore. Le procureur antidrogue a été réveillé en pleine nuit. C'est lui qui rentre le premier. Il y a encore 60 litres là-dedans. Vous pensez que c'était une grande production industrielle? C'est certain vu la taille du labo. Partout, des fioles, des flacons, des ballons encore fumants, du matériel de professionnels. Ça a l'air d'être une grosse affaire. Il y avait de la fumée qui sortait de la ferme. C'est pour ça que les voisins ont appelé la police. Ils pensaient que la maison prenait feu. En fait, les chimistes ont réalisé des mélanges dangereux qu'ils n'ont pas maîtrisés. En explorant les lieux, le procureur n'est pas au bout de ses surprises. La drogue était dissimulée sous la paille. Pour masquer les mauvaises odeurs de fabrication, les trafiquants faisaient croire à un élevage de porcs. Partout, des réservoirs. Et bien dissimulés, des dizaines de fûts d'acide et de solvants. Tous les ingrédients pour fabriquer des drogues de synthèse. On appelle ça des précurseurs. Regardez ces bouteilles, on a rarement vu ça. Il y a notamment de quoi fabriquer le célèbre Crystal Meth. Et visiblement, le laboratoire clandestin fabriquait des tonnes de drogue. Une filière de grande ampleur. On voit pas ça tous les jours, hein. Ces précurseurs viennent sûrement de Chine. Malgré l'efficacité des policiers, les drug runners parviennent parfois à passer à travers les mailles du filet et cherchent à se rapprocher toujours plus de leurs clients français.